Bonjour à tous, bienvenue en entreprise. Pour atteindre un objectif, le travail en équipe est souvent nécessaire. Mais pour autant, travailler en équipe n'a rien de simple. Travailler ensemble, en s'appuyant sur les compétences de tous, en laissant sa place à chacun, nécessite un certain sens du management. Alors comment faire équipe? Quelles sont les règles à respecter? Je suis sûre qu'eux ont les clés d'un travail en équipe efficace. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour Priscilla. Secrétaire confédéral à CFTC, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise. Joseph, première question. Faire équipe, je le disais, ça n'a rien de simple. D'abord, une équipe, ça se construit. Quelles sont les règles à respecter pour construire une équipe efficace? Alors, je ne suis pas sûr que ça n'ait rien de simple, parce que c'est naturel normalement. L'être humain, ce n'est pas un être solitaire. Donc, on vit avec les autres. Donc, dans l'entreprise, on vit avec les autres. Et donc, les équipes, c'est un peu naturel de travailler avec. Alors, il y a un certain nombre de règles. D'abord, ça dépend peut-être des caractères de chacun et du caractère de celui ou de celle qui va être le chef. Alors, je sais que ce n'est pas très bien vu. Certains nous disent, dans une équipe, il n'y a pas de chef. C'est faux. Tout dépend comment on définit ce qu'est le patron, le chef. Ce n'est pas un gros mot. C'est, on peut dire, le meneur. Comment il va insuffler quelque chose. Comment ce meneur va amener que tout le monde travaille en confiance. C'est sans doute primordial. C'est ce qui fait le ciment. Mais le ciment, pourquoi? Il faut avoir déjà un peu de clarté dans l'objectif ou les objectifs collectifs et individuels, et sur les moyens de parvenir à ces objectifs. Parce qu'on peut être tout à fait d'accord pour obtenir un objectif et en total désaccord sur les moyens pour y parvenir. Ça, c'est ce qu'on vit dans le syndicalisme tous les jours, entre certains syndicats qui veulent avoir de bonnes retraites, tous peut-être, et puis certains qui préfèrent bloquer le pays et d'autres qui disent non, il y a d'autres moyens que de bloquer le pays. Vous voyez, même objectif, et c'est essentiel pour tout le déroulement. Et puis ensuite, eh bien, objectif clair, les moyens, bonne communication interne à l'intérieur du groupe et externe pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Tout ça est relativement naturel aussi. C'est là où je dis, oui, c'est naturel. En même temps, il y a des règles à mettre dès le départ pour que, justement, on ne s'attire pas à U et à Dia quand même dans l'équipe. Il vaut mieux parler, proposer un contrat clair dès le départ avant. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas si naturel que ça. Et j'ai l'impression que Jean-Eudes est d'accord avec moi. Oui, mais je voudrais d'abord que nous demandions pourquoi on fait une émission là-dessus. Parce qu'il suffit, pour illustrer ce qu'est l'équipe, de nous regarder chaque semaine sur KTO, la Dream Team. C'est ça, bien sûr. Une équipe de rêve. Plus sérieusement, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Joseph, mais il y a des ingrédients qui doivent être réunis, en tout cas des choses à ne pas faire dans le fonctionnement d'une équipe. Une équipe, ça peut être la fusion de tous les membres de l'équipe dans l'équipe. Et pour moi, ça n'est pas bon si on fusionne tout le monde dans une seule personne morale qui serait l'équipe, et que l'équipe, au-delà de son efficacité, de son efficience, elle doit respecter les individualités. Et une équipe, c'est une communauté d'hommes et de femmes. Et comme le dit Joseph, nous sommes tous des êtres de relation et il est naturel que l'on puisse travailler en équipe, pour autant que dans la relation, nous restions des sujets, chacun, des individus, reconnus comme individus, c'est-à-dire qu'en fait, le mot qui me vient à l'esprit comme condition, c'est l'altérité. Une équipe uniforme, trop homogène, c'est une équipe qui s'est constituée à l'inverse en oubliant l'altérité. Il faut pas qu'on se ressemble tous et qu'on n'ait pas les mêmes compétences. C'est là aussi que quand on c'est au-delà de la ressemblance. C'est la fusion dans un seul... Et c'est le reproche que je fais souvent à ce qu'on appelle le team building, c'est-à-dire des stages ou séminaires où on doit tous... parler d'une seule voix, faire la même chose. La vraie équipe pour moi, c'est celle qui respecte les individualités. Et c'est ça qui est difficile, peut-être. C'est ça qui est... oui, parce que fusionner tout le monde dans le même truc, il y a des méthodes pour ça. Une seule voix, une seule tête. C'est plus une équipe quand tout le monde doit exprimer la même chose de la même façon, etc. Effectivement, il y a des méthodes de management qui sont de ce type-là. C'est plus des équipes. C'est d'ailleurs, c'est mortel parce que chacun a des différences. Il faut les laisser s'exprimer. Et chacun peut développer ses capacités, son intelligence,
à l'intérieur de l'intelligence collective. Et c'est ça une bonne équipe. Ces individualités, comment elles fonctionnent ensemble en leur permettant de s'exprimer dans le respect des autres. Alors justement, comment ? C'est-à-dire que comment garantir à la fois la cohésion d'une équipe, que chacun ne travaille pas dans son coin un peu un individualiste, et mettre ses talents propres, uniques, au service de tous, du projet. Le leader Maximo de notre conversation à trois l'a dit tout à l'heure, il faut aussi un certain nombre de règles. Alors les règles ne sont pas les mêmes en fonction du travail qu'a effectué, évidemment. Mais il faut des règles qui soient connues, écrites ou non écrites d'ailleurs, acceptées, notamment sur les prises de décision, sur comment se fait l'information, sur comment on résout un problème. Quand je rencontre un problème, quand j'ai une question, à qui dois-je la poser ? Qui doit essayer de m'aider ? Qui doit m'apporter la réponse ? Tout ça, ça permet... Et puis quand il y a une erreur qui est faite, individuelle ou collective, comment ça se passe ? Comment on traite ce sujet ? Et puis ce qui est aussi essentiel, je l'ai dit, c'est la confiance. Donc la confiance dans le meneur, le chef, le patron, etc., qui lui a aussi un rôle primordial, protéger son équipe par rapport aux autres et ne pas être le premier à lâcher son équipe quand elle est attaquée de l'extérieur. Et ça, on le voit trop souvent, notamment au sein de l'administration, où les ouvertures de parapluie en lâchant les petits camarades sont quand même un certain sport. Alors que souvent, protéger son équipe, la défendre, ça permet de souder. C'est-à-dire que là, le fait d'être protégé par son chef, en tout cas par la personne qui mène l'équipe, ça permet d'avoir une certaine reconnaissance et une certaine confiance. Mais je dirais même encore plus, protéger l'équipe, c'est aussi protéger chaque membre de l'équipe. C'est pas seulement protéger l'entité équipe. Et ça m'amène à évoquer qu'une équipe, c'est une communauté à l'intérieur d'une entreprise qui doit être managée par le responsable de l'équipe. Et manager, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette émission, c'est permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et finalement, le vrai chef d'équipe, surtout maintenant parce qu'on fonctionne dans les entreprises de plus en plus en mode projet, et le responsable de l'équipe, ce n'est pas forcément le supérieur hiérarchique. Ça peut être en alternance, quelqu'un d'un autre service, etc. Il peut y avoir des responsables pour telle ou telle étape. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un projet peut aussi s'étaler dans le temps, avoir une certaine durée, donc un certain planning, un calendrier, et puis on se dit, voilà, jusqu'à telle étape, c'est une telle personne qui est en charge parce qu'elle en a les compétences. Exactement. Et de plus en plus, on fonctionne dans les entreprises en mode projet, ou en mode, c'est à peu près la même chose, en mode COPIL, comité de pilotage, et il y a un responsable. Le rôle du responsable, c'est justement de veiller à ce que chacun donne le meilleur de lui-même dans l'équipe. Et l'équipe s'en portera d'autant mieux, mais permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, ça veut dire respecter, identifier la compétence, mettre les compétences en marche les unes avec les autres au bon moment. Tout ça, ça nécessite du discernement, ça nécessite surtout de l'attention à chacun. Et le chef, du coup, dans l'équipe qui fonctionne bien, ce n'est pas celui qui dit à la fin, voilà ce qu'on va faire, c'est celui qui aura bien animé. C'est ça la différence entre un animateur et ce qu'on peut dire un chef, mais un chef peut savoir bien animer. C'est le mot qui me venait à l'esprit en vous écoutant. Je me dis que c'est presque plus un animateur d'équipe, parce qu'il n'est pas au-dessus, mais c'est lui qui met de l'huile, en fait. C'est lui qui coordonne, c'est lui qui veille à répartir les tâches de façon équitable, parce qu'il ne faut pas que chacun se sente lésé. Sauf en matière de responsabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est responsable. Donc là, on peut dire qu'il est au-dessus. Même si telle et telle chose, telle et telle, c'est quelqu'un d'autre qui va en avoir l'autorité, parce qu'il en a la compétence. Mais celui reste en responsabilité et son rôle, c'est d'assumer ses responsabilités. Mais justement, sur cette responsabilité, il doit rendre compte à celui qui lui a donné la responsabilité de l'animation de l'équipe, mais il est responsable vis-à-vis de chacun des membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il est cerné en quelque sorte. C'est-à-dire, il est très bien entouré en tout cas. Non, mais il est responsable vis-à-vis du dessous et vis-à-vis du dessous. Du dessus et du dessous. Ouais. Mais c'est très engageant. Et tout le monde n'est pas en capacité d'être responsable d'une équipe. Ça s'acquiert, il faut des qualités ça propres, peut être inné, ça qui peut être acquis, ça peut être absent, mais ça on s'en aperçoit assez vite. Hein. C'est un chef d'équipe qui n'a aucune compétence pour animer l'équipe. Il est assez vite disqualifié. S'il a une autorité hiérarchique, il est plus difficile à déloger.
Mais si c'est, comme je viens de le décrire tout à l'heure, en mode projet, où ça tourne, à ce moment-là, on peut toujours s'arranger pour donner la responsabilité de l'équipe à celui qui est compétent et pas celui qui est le plus haut. Et vous avez des gens qui ont des compétences techniques avérées, indispensables dans une entreprise, à qui on confie des responsabilités sur la gestion humaine, sur la gestion d'une équipe, et qui sont totalement nuls. On a souvent tendance en France à confondre compétences techniques et compétences managériales. On nomme à des postes de management, d'équipe, des gens qui sont bons dans leur domaine, mais qui ne sont pas bons dans la gestion humaine, en fait. Oui, mais d'ailleurs, c'est peut-être un des mâles français. On regarde sur les embauches beaucoup les diplômes et moins le savoir-faire. Alors qu'il y a d'autres pays où on va regarder le savoir-faire, l'expérience, et les diplômes de façon, on va les regarder, mais de façon plus accessoire que chez nous. Pardon, Jean-Hugues, allez-y. Non, je voulais simplement dire que c'était l'organisation pyramidale, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on ne se pose pas de questions. Oui, on n'est pas remis en cause. Ouais. On obéit Et je viens de faire l'expérience dans une de mes entreprises, il y a une quarantaine de salariés, où il y avait des services. On a supprimé les chefs de service, et les chefs de service qui étaient là parce qu'ils étaient compétents au départ, on les a désignés experts référents. Et ils peuvent être chefs de projet de temps en temps, mais ce n'est pas forcément eux. Mais la plupart ont bien vécu ça. Il y en a un qui ne sait plus comment, c'est le plus âgé d'ailleurs, il est perdu parce qu'il était installé avec sa compétence technique qui lui donnait aussi l'autorité, enfin il avait aussi l'autorité sur ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, on lui demande simplement d'avoir l'autorité par sa compétence et à certains moments en animant une équipe. Oui, mais c'est compliqué pour lui. C'est compliqué, on imagine bien. Quels sont les pièges à éviter? On arrive au terme de l'émission. Quels sont les pièges à éviter? Puis, à la rigueur, si vous aviez un ingrédient indispensable pour un bon travail en équipe, vous diriez quoi? Les pièges à éviter, c'est justement que celui qui doit être l'animateur, le responsable, le chef, n'en ait pas les compétences. C'est-à-dire soit un pleutre devant la prise de décision, se réfugie derrière les autres, ou alors prenne toutes les décisions et il lui prend toute l'information et surtout il garde l'information parce que l'information, c'est la puissance. C'est la puissance. Ça, c'est une erreur monumentale. Mais il y a un autre risque qui est moins négatif en apparence, c'est que le responsable de l'équipe ait un tel charisme qu'il entraîne tout le monde derrière lui sans discernement et que finalement les personnes se diluent dans son charisme. Et son charisme, il peut être très bon, hein. Mais c'est des situations qu'on rencontre. Ce n'est plus une équipe, ça s'appelle une secte. C'est un caractère un peu sectaire. Et donc l'ingrédient indispensable, messieurs, Joseph, Jean-Eudes, pour une bonne équipe? L'attention aux autres, être en responsabilité avec l'attention aux autres, mais en faisant comprendre aux autres qu'ils doivent aussi être attentifs vis-à-vis de tous. Et pour moi, il n'y a qu'un seul mot, que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, c'est l'altérité. Merci. Parce que Jean-Eudes ne connaît qu'un seul mot, mais il est beau. CFTC. Merci. Ça fait deux mots. Ça fait deux mots. Merci à tous les deux. On fait une super équipe. Merci à tous les deux pour cette émission, pour nous avoir apporté vos éclairages. Merci également à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À la semaine prochaine sur KTO.